Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez en direct sur la chaîne Bismart dès 11h tous les matins. On parle ici de la société numérique, on parle d'innovation et mon premier sujet mêle évidemment les deux. On va s'intéresser au métavers, donc ces nouveaux mondes virtuels dans lesquels nous sommes plongés et nous allons être davantage plongés. Sont-ils une opportunité d'effacer les inégalités et de lutter contre les discriminations? C'est l'objet de l'étude de ma première invitée, Aurore Géraud, chercheuse à l'atelier BNP Paribas. Ce sera son interview dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, je poserai une autre question, la question de la protection de la présidentielle. Comment nous y prenons-nous en France pour préserver la campagne électorale des cyberattaques? On aura le point de vue de deux experts. Et puis on retrouvera notre rendez-vous sur les cryptos. Les cryptos, on va parler précisément de ce qu'on appelle la finance décentralisée. Ce sera un moment pédagogique, on parlera de son fonctionnement, mais aussi des différences avec la finance traditionnelle et de ses attraits. Et puis on conclura Smart Tech par une innovation pour demain, avec pour la première fois un robot qui a réalisé un acte chirurgical sans l'aide, sans être guidé du tout par un humain. Je vais y arriver. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On parle donc de métavers pour réduire les inégalités. Alors, quelles sont les opportunités pour lutter contre les discriminations qui sont offertes par ces nouveaux mondes virtuels? On en parle avec Aurore Géraud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse pour l'atelier BNP Paribas. Je précise que c'est une filiale indépendante du groupe bancaire qui est dédiée à la recherche en prospective. Vous êtes plus spécialement intéressée et experte d'environnements virtuels, donc on peut appeler les métavers aujourd'hui. Vous étudiez les nouveaux usages qui y émergent, aussi bien d'un point de vue économique que éducatif, professionnel, social ou communautaire. Alors déjà, ma première question, c'est: est-ce qu'il est approprié, selon vous, d'utiliser ce terme de métavers pour désigner le futur d'Internet et peut-être notre nouvelle vie virtuelle? Alors, métaverse, pour moi, c'est un terme qui est uniquement marketing. Peut-être qu'un jour, il disparaîtra, d'ailleurs, parce que finalement, les métaverses, c'est juste une évolution logique des sites qu'on a actuellement, qui sont des sites qui promettent des services et des produits et qui sont statiques. Or, on s'est rendu compte durant la pandémie qu'on avait besoin d'un peu plus que ça, qu'il fallait renouer avec un peu d'humain, avec un peu de social. Donc, du coup, on voit apparaître plein d'expériences qui sont sociales, qui sont immersives, qui sont ludiques et qui sont aussi du service et du produit. Donc véritablement une évolution très logique vis-à-vis des temps actuels. D'accord, donc peut-être un mot un peu marketing qui peut paraître vide de sens, mais enfin la tendance en revanche elle est vraiment là sur ces mondes virtuels dans lesquels on peut faire de plus en plus de choses. Est-ce que vous pensez que c'est un changement profond pour la vie de tous les jours qui s'annonce ? C'est un changement profond, c'est une manière de voir le digital de manière beaucoup plus humaine, selon moi. Parce que ce qui peut paraître paradoxal, parce qu'on parle justement de virtuel, d'un monde dans lequel on aurait des avatars, et donc on ne vivrait plus notre vie physique, mais uniquement de manière virtualisée. Donc ça semble paradoxal de parler de retrouver de l'humain. C'est de l'humain parce qu'au final, donc on a tous été bloqués pendant la pandémie chez nous, et on était dans une volonté de continuer la vie, notre quotidien. Donc continuer de travailler, continuer de rencontrer des gens, continuer d'avoir du divertissement. Et en fait, finalement, ces plateformes qui viennent des jeux vidéo, à la base, ces plateformes, elles offrent tout ça. Elles offrent tout ça et elles permettent, quand on est tous isolés chez soi, de retrouver un contact. Donc il y a de l'humain, il ne faut pas oublier que c'est un outil. C'est pas l'idée d'un métaverse, c'est toujours quelque chose de très dystopique. Ça vient de la science-fiction. Ça donne l'impression que le futur, on a tous des casques de VR et on est enfermé dedans. Mais véritablement, c'est des besoins humains. C'est finalement retrouver dans la technologie les choses du quotidien qu'on a peut-être perdues sur une période. Alors comme c'est un outil, tout dépend de ce que l'on en fait, comment on l'utilise. Vous, ce qui vous intéresse, c'est en particulier les transformations sociales que ça peut engager. Est-ce qu'en faisant disparaître ces barrières physiques, on fait disparaître aussi les a priori sociaux ?
Alors oui et non. Je vais essayer d'être positive, mais il y a toujours des côtés négatifs. Faut être honnête, faut savoir trouver la bonne balance. Donc il peut y avoir des choses positives si on sépare en deux parties les plateformes de métaverse, ce qu'on appelle métaverse actuellement. Donc on a des plateformes très traditionnelles qui viennent plutôt du jeu vidéo ou des espèces de réseaux sociaux. Et sur ces plateformes, il y a plein de choses qui se font et que personne ne sait et qui sont qui importent de l'inclusion et de la diversité. Je vais vous donner un exemple qui est extrêmement probant. Microsoft s'est allié avec Minecraft. Alors pour le coup, Microsoft a racheté Minecraft, mais Microsoft utilise actuellement Minecraft pour embaucher des gens. Et en fait, ils ont utilisé notamment la plateforme Minecraft pour embaucher des personnes neurodivergentes, c'est-à-dire des personnes qui sont dans le spectre de l'autisme. Au lieu de faire un entretien très classique, ils ont proposé à ces personnes d'aller dans Minecraft, de faire une simulation de jeu, et puis de montrer en fait toutes leurs compétences, l'étendue de leurs compétences de manière différente. Or, jusqu'à présent, quand on fait un entretien avec une personne qui est neurodivergente, il peut arriver qu'il y ait des difficultés de communication. Leur donner l'opportunité de jouer à un jeu et de montrer du leadership, de montrer du team building, offre finalement à Microsoft un moyen d'inclure ces personnes dans le quotidien. Et donc, c'est un exemple probant de ce qu'on peut faire techniquement. Donc là, c'est même pour de la discrimination positive, là, exactement. cet exemple. Et il y a d'autres exemples qui existent actuellement. Notamment, il y a des universités coréennes qui se sont associées il y a quelques mois pour faire un espèce de salon de l'emploi pour leurs étudiants. Et pour le coup, tout le monde était sous forme d'avatar. Et on n'avait pas nécessairement besoin de juger la personne par rapport à son physique. Donc les étudiants venaient, arrivaient face à des avatars de professionnels, leur permettaient de... Il y avait une bilatéralité également, dans le sens où finalement les entreprises étaient là pour vendre leurs emplois étudiants et les étudiants pour vendre leurs compétences. Mais tout ça était caché derrière des avatars, derrière un CV où finalement on anonymise totalement la personne et finalement... C'est une manière effectivement d'enlever tout biais via la technologie. Mais il y a la question du choix de l'avatar, parce que c'est quand même pas anodin de choisir son apparence. On voit deux choses différentes apparaître. On voit une partie qui est plutôt de la représentation, et ça c'est très très chouette. Notamment, on va voir des mondes virtuels qui vont s'associer avec des associations qui promeuvent l'antiracisme, les jeux vidéo plus inclusifs. Je vais parler d'une association qui s'appelle Afrogameuse, notamment, qui travaille avec Ubisoft pour promouvoir finalement la diversité. Et on a vu ces derniers mois, notamment, plus de travail fait sur des avatars avec des textures de cheveux qui sont plus relatifs à l'origine de la personne. Donc on a cette côté vraiment représentativité parce qu'il y a toute une partie de la population qui en fait ont envie d'avoir un avatar qui leur ressemble. Et puis finalement, il y a aussi toute une partie où on peut gommer. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un avatar qui n'est pas humanoïde. On peut très bien avoir un avatar qui ne laisse pas entendre quel genre on est. Et ça, c'est ultra positif également. On le voit notamment pour les personnes transgenres. Il y a beaucoup d'exemples, si vous allez sur Internet, de personnes qui expliquent qu'au final, ils ont réussi à trouver une communauté, à se retrouver eux-mêmes en utilisant les codes différents des jeux vidéo pour se représenter. Ce qui n'était pas nécessairement leur représentation physique, mais qui était leur véritable genre, ils l'avaient finalement à l'écran. Donc ça, vous le percevez vraiment comme une opportunité pour se trouver une identité qui nous corresponde et avec toute la liberté, la créativité possible qu'offrent les environnements virtuels. Mais ma question, c'est est-ce que finalement, parce que Internet, le numérique a déjà commencé ce processus d'inclusion. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde peut prendre la parole. On peut être caché derrière une adresse mail, derrière un pseudo. Finalement, on n'a pas l'impression que ça ait véritablement atténué les discriminations. On se retrouve sur ces plateformes traditionnelles sur exactement les mêmes soucis qu'avec les réseaux sociaux, notamment de modération. Il faut dire ce qu'il en est, c'est quelque chose qui n'est pas résolu. Parce qu'on a retrouvé du communautarisme, et même encore plus puissant, je dirais, qu'avant. Oui, tout à fait, mais le communautarisme peut être sain.
dans le sens où finalement, on le voit notamment avec les communautés LGBT+, on retrouve des communautés qui se relient ensemble et qui se trouvent ce qu'on appelle des safe spaces, hein, des espèces de refuges où ils peuvent communiquer ensemble. Et c'est ça dans le sens où, je vais vous donner l'aspect positif de la chose, qui est que finalement, des personnes qui sont en Russie, un exemple de la Russie actuelle, qui sont face à des lois qui peuvent être très, très restrictives vis-à-vis de leur sexualité, leur genre, se retrouvent finalement à aller sur ces plateformes qui n'ont pas de barrière géographique pour pouvoir communiquer avec des personnes qui sont comme eux. Donc ces communautés, elles ne sont pas si négatives que ça, et puis surtout où elles peuvent avoir de l'éducation finalement, se retrouver, poser des questions qu'elles n'auraient pas la possibilité de poser à leur entourage ou dans leur société. Et le communautarisme peut être négatif comme il peut être positif. Absolument, mais c'est bien de signaler les points positifs. Donc moi, je vais forcément essayer de signaler les points négatifs pour qu'on puisse discuter. Il y en a on voit Facebook donc, qui a fait un concept marketing du métavers, on va dire, donc qui lance dans son monde virtuel Horizon une fonctionnalité activée par défaut désormais qui permet de créer de la distanciation sociale contre le cyberharcèlement. Ouais. On se dit, ça a à peine commencé que déjà ça dérape finalement. On est loin d'atténuer ou de réduire les inégalités, les discriminations et les tensions dans la société. Alors tout à fait, mais c'est un réseau social finalement, l'horizon de Meta, c'est un réseau social plus, hein, on va dire ce qu'il en est, et ils n'ont pas résolu leurs soucis de modération. On voit des tentatives, notamment dans le monde du jeu vidéo, on voit l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment pour essayer de faire de la modération. C'est-à-dire que si des insultes sont proférées, on va avoir un gommage si c'est à la voix, ou un gommage même visuel si c'est écrit. On voit aussi des études qui sont faites, moi j'ai vu une étude faite par un psychologue, il me semble, sur League of Legends, qui est donc un jeu vidéo, qui montre que l'aspect positif est aussi être positif et offrir des récompenses pour des comportements qui sont sains crée un environnement sain également. Donc il y a des expériences qui sont faites. Il y a des choses qui fonctionnent. Exactement. En fait, on offrait des badges tout simplement aux individus qui avaient un bon comportement et on se rendait compte que la communauté en général devenait positive. Donc tout dépend, ce qu'on en fait, comment on l'utilise et comment on le pense, ce métaverse. Merci beaucoup en tout cas de nous permettre de l'envisager de manière positive et constructive pour la société. Aurore Géraud, je rappelle que vous êtes chercheuse pour l'atelier BNP Paribas. C'est l'heure de notre talk. On enchaîne dans Smart Tech. On va parler de la campagne électorale et de cybersécurité. Désinformation, ingérence, cyberattaque, comment la lutte s'organise en France pour protéger cette campagne électorale. On en parle avec Michel Vanderberg, qui est le président de Campus Cyber, un lieu dont on a parlé dans Smart Tech, mais je rappelle, il est né sous l'impulsion du président de la République. Il a été tout récemment inauguré. L'objectif, c'est de fédérer les acteurs de la cybersécurité autour des grands enjeux que pose la criminalité numérique. Avec nous également Lucas Terkem, vous êtes directeur des opérations cybersécurité chez Paddock, qui est une entreprise qui propose de la gestion d'infrastructures, cloud. Et donc forcément, à ce titre, vous êtes confronté au quotidien aux enjeux de sécurité des entreprises, mais aussi de leurs utilisateurs. On va commencer par une question très simple que je vous pose à tous les deux. Est-ce que vous êtes inquiet pour cette campagne électorale dans ce contexte de cybercriminalité ? Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier que le monde numérique, c'est qu'un reflet du monde réel et qu'effectivement, s'il y a des malversations qui existaient dans le monde réel, elles iront dans le monde numérique. Donc, on voyait des gens qui décollent les affiches d'autres candidats. Là, il y aura des effacements de sites web. On peut parler comment on appelle ça, de désinformer. Voilà, il y a le problème des deepfakes. Vous savez, on prend quelqu'un qui a fait une vidéo, on remplace ce qu'il a dit en trompant ses propos. Il y a eu, vous vous rappelez, la Macron Leaks. Donc, à partir du moment où donc les fuites de mails, en fait, de documents, voilà, tout à fait, de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron avant son élection. Hein. Tout à fait, voilà. Et là, on voit des petits arrangements, on voit des informations qui se sont faites entre les différents partis, etc. Voilà, c'est un peu tout ça sur lequel il faudra lutter. Puis après, il y a le problème aussi des élections par elles-mêmes. C'est-à-dire que vous vous rappelez, quand il y a la ville de Marseille qui a été attaquée, c'était en plein pendant les municipales, et ils ne savaient plus sortir les listes d'émargement pour pouvoir faire voter les gens, sortir les procurations, etc., etc. Donc ça peut être effectivement un peu perturbé. Ouais. Inquiétude vis-à-vis de cette campagne électorale face à la cybercriminalité qui est montante ? Alors, pour répondre en un mot, non, puisque c'est quelque chose qu'on a vu arriver, contrairement à ce qui s'était passé en 2017 avec les Macron Leaks, etc. Après, comme vous venez de le dire, il y a effectivement 3 grands axes. En fait. Si demain je veux attaquer
de façon cyber l'élection présidentielle qui s'annonce. Je vais pouvoir attaquer soit les citoyens, en fait, par une manipulation de données, etc. Je vais pouvoir attaquer aussi les candidats ou les partis, ou le cadre, comme vous venez de dire, sur justement une attaque de la mairie, du système qui est mis en place derrière. Et du coup, je pense qu'on va le développer, mais pour chacun de ces 3 axes, en fait, on a mis en place des systèmes qui vont nous permettre d'être plus résistants et de mieux prévoir ce risque, en fait, et de mieux y réagir en cas d'attaque pour cette donc, ce que vous me dites, c'est qu'il y a quand même beaucoup de dangers, mais que finalement, on les connaît, on les a déjà identifiés, donc ça permet de penser aux parades. Ouais, je suis moins d'accord. Je pense qu'effectivement, les pirates sont extrêmement innovants. Il ne faut pas oublier que un parti politique, c'est une PME, en fait, voilà, et qui va se renforcer fortement pendant la campagne, avec plein de gens qui vont arriver plutôt bénévoles, et qu'il suffit d'un maillon faible pour même mettre un peu le Bronx partout. Voilà. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis on sait parce que parfois, ça passe tout simplement par un phishing, en fait, pas voilà. forcément des attaques très perfectionnées. On reçoit un mail qu'on pense être un mail d'une personne que l'on connaît, on clique, et alors là, c'est terminé, il y a une intrusion dans le système d'information. C'est exactement ça. Donc je pense que les grandes entreprises, effectivement, ont des moyens de détecter des cyberattaques, ont mis des outils en place pour faire justement que les gens n'aillent pas sur des URL malveillantes, etc., etc. Un parti politique, c'est une PME. Les PME sont très mal protégées. Voilà. Donc, effectivement, on a fait le boulot, on a sensibilisé, on a dit qu'il faut faire attention, il faut protéger vos systèmes d'information. Si vous avez un doute, il faut avertir les professionnels de la cybersécurité. Mais voilà, les moyens ne sont pas là et les partis politiques, ils vont consacrer beaucoup d'argent pour pouvoir faire leur campagne et pas forcément pour sécuriser leur système d'information. Donc, je suis d'accord, il faut sensibiliser, il faut expliquer, mais il va falloir aussi réagir assez vite. Et alors, il y a une cellule dédiée, je dirais, à la protection de la campagne électorale, Viginum, qui est active et qui protège non pas les sites des partis politiques, ni leur système d'information, mais plutôt les risques d'ingérence. Comment est-ce qu'on peut véritablement s'assurer que cette campagne restera à l'abri d'ingérences étrangères ? Alors, c'est difficile de s'en assurer à 100%, mais en revanche, effectivement, Viginum, donc c'est un organe qui a été mis en place par l'État, suite à ce qu'on a pu voir, par exemple, sur la campagne de Donald Trump en 2016, ouais. où on s'est rendu compte, en fait, a posteriori, qu'il y avait eu énormément d'ingérences de la Russie qui avaient peut-être impacté un petit peu le résultat des élections, et on s'est demandé, en fait, comment est-ce qu'on faisait pour éviter que ça se passe chez nous. Et du coup, c'est un organe qui a été mis en place pour repérer, en fait, pas forcément réagir, mais repérer toutes ces manipulations. Et en fait, ces ingérences, elles vont passer énormément par les réseaux sociaux. Donc on sait actuellement que, grosso modo, 1 Français sur 2 utilise les réseaux sociaux comme source première d'information. Ce qui veut dire qu'en fait, si demain, en tant que puissance étrangère, qu'on va pas nommer, je décide d'influencer les élections françaises, je vais essayer de passer par les réseaux sociaux pour soit utiliser des informations qui sont un peu, on va dire, publiées par des marges, des partis un peu en marge, mais du coup leur donner un énorme bras de levier en payant par exemple des campagnes de publicité sur Facebook ou autre, ou bien je peux directement amplifier en fait certains discours. C'est ça, ou bien directement en fait agir. Ce qu'on a vu en fait dans la campagne aux États-Unis en 2016, c'est que il y a une agence, pour le coup celle-là elle est identifiée, qui est russe, qui avait concrètement été organisé des manifestations sur le sol américain pour justement créer un peu de, on va dire, de conflit ou de confusion dans cette politique-là. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire avec Viginum, c'est de repérer ces choses-là en amont. À côté de ça, on a des lois qui permettent en fait à l'État d'agir et notamment, théoriquement, de contraindre les plateformes à retirer ou à agir très rapidement. Donc c'est la loi fake news, comme on appelle ça. Donc contraindre les réseaux sociaux à retirer très rapidement tous ces contenus-là. Donc ça va être un premier truc. Est-ce que vous travaillez justement avec cette cellule Viginum ou elle est en totale autarcie ? À titre personnel, je ne travaille pas avec Viginum. Non, pas à titre personnel, mais les entreprises de la cybersécurité. Alors du coup, quand je parle à titre personnel, c'est effectivement nous, PADOC, on ne travaille pas avec, mais en revanche... Au sein de Campus Cyber, comment vous vous organisez justement autour de cette problématique de protection de la campagne ?
Alors, on ne travaille pas que sur la protection de la campagne, nous on veut travailler sur la protection des PME. Voilà, donc, et faire à ce que les petites entreprises, même le grand public, puissent avoir les mêmes informations et les mêmes protections que les grandes entreprises qui, eux, ont les moyens de pouvoir avoir des experts cyber en interne, etc. C'est-à-dire que la campagne présidentielle, ce n'est pas une mission... C'est la mission de Vigilium, voilà. Donc, oui, Vigilium, mais aujourd'hui, au sein de Campus Cyber, ce n'est pas véritablement un sujet majeur d'actualité. Non, pour l'instant, les grands sujets d'actualité pour nous, c'est qu'est-ce que seront l'Internet dans 5 ans, voilà, on va sortir un livrable sur l'anticipation. Est-ce qu'on aura un Internet complètement régulé, complètement Far West, complètement green, voilà, c'est le sujet sur lequel on travaille. Il n'y aurait pas de nécessité de mobilisation là, actuellement sur ce sujet ? Si c'est demandé, nous, le principe du campus, c'est que ce ne soit pas un projet immobilier, que ce soit un lieu où il y ait des travaux communs qui se réalisent. Voilà. Oui. Si on nous demande de travailler sur ces sujets-là et de rassembler les acteurs pour mieux protéger les élections présidentielles ou les élections législatives d'après, parce que c'est là qu'il y aurait le véritable test. Vous savez, le vote électronique va arriver aux législatives avec les Français qui sont à l'étranger. Voilà. Oui. La problématique qu'on n'a pas pu expérimenter la dernière fois, justement à cause d'un défaut de sécurité. Et voilà. Pourquoi ? Parce que la problématique, c'est que c'est plus vu que vous qui votez quand vous votez par électronique, c'est votre PC ou c'est votre smartphone. Donc il faut bien être certain que la personne qui s'est identifiée soit bien la bonne personne qui est votée par l'intermédiaire de son moyen électronique. Voilà. Et c'est là, quand on sait le nombre de bases d'identité qui sont achetables sur le darknet, etc., qu'on pourrait avoir plus de votants que de gens réellement inscrits sur les listes. On va refaire voter les morts comme il y a eu quelques années. Voilà. Donc c'est un peu tout ça sur lequel il faudra lutter. Mais je reviens... Et ça c'est un sujet sur lequel vous êtes mobilisé. Tout à fait, voilà, pour être certain qu'il y aurait des doubles authentifications et que les gens qui votent sont bien les personnes qui étaient censées voter en utilisant leur technologie. Maintenant, la problématique de la campagne présidentielle, c'est ça va être plutôt la désinformation. Voilà, on parlait de ces deepfakes, ça existe, et puis il y a des moyens qui sont fournis par des pays assez importants pour justement donner les moyens à des partis de pouvoir mieux communiquer sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a les médias, mais les réseaux sociaux, c'est quand même une grande source d'information pour une grande partie des Français. Et puis, il y a la question quand même de protéger les données confidentielles, non, de l'État. Ah bah ça c'est clair, effectivement. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la protection du système d'information d'une maison comme l'Élysée, par exemple ? L'Élysée a déjà été piratée, vous vous en rappelez, il y a quelques années, et par un phishing très simple, voilà, pas par une attaque d'un pays. C'est vrai. Voilà, donc, on ne sait pas qui avait attaqué, en tous les cas, le moyen d'attaque était rudimentaire. Oui. Voilà, donc on doit protéger les données sensibles, et on revient à ce qu'on propose nous aux entreprises, c'est de dire, il faut que vous identifiez ce qui est extrêmement important pour vous, extrêmement sensibles, vos joyaux de famille, entre guillemets, et cela mettre des moyens de protection extrêmement importants, voilà, comme on fait avec son argent, quand on a vraiment... Qu'est-ce qu'on a comme moyen de protection extrêmement important, alors ? Qu'est-ce qu'on a comme meilleure protection aujourd'hui sur le marché ? Alors en fait, quand on parle de protection, on va parler de deux choses. Donc on va parler, et là en fait on revient un peu à la présidentielle, on va parler de protection technique. Donc par exemple, comment est-ce qu'on est sûr que les systèmes de vote électronique sont bien sécurisés. Et du coup, ça va passer par énormément d'engagement d'équipes techniques, d'experts. Donc du coup, ça va être soit former des gens en interne, soit recruter des experts en cybersécurité, et donc du coup investir beaucoup dans l'information en amont, soit faire appel à des entreprises du secteur privé, en conseil, etc., pour auditer techniquement le système. Donc ça, on va être sur est-ce que quelqu'un, depuis son ordinateur, depuis la Russie, peut directement aller attaquer le site de l'Élysée. On l'a vu par exemple en 2017 pour le site de Marine Le Pen. Elle avait été en fait ce qu'on appelle défacée, c'est-à-dire que son site avait été enlevé et quelqu'un avait mis à la place une image avec un message qui peut être politique ou autre. Ça, c'est une attaque assez simple, je crois, non, le défaçage de site. C'est une attaque assez simple. Après, ça demande en fait d'exploiter des failles qui sont assez simples aussi. Et là, concrètement, nous, on voulait justement se poser la question en fait au sein de Paddock de savoir si c'était quelque chose qui allait être possible pendant la campagne. Et donc, du coup, on a été scanné, en fait, regarder un peu tous les sites des principaux candidats. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, il y avait une énorme prise de conscience. Ça, c'est un truc qui est clair depuis les élections de 2017. Et que du coup, on avait trouvé qu'en fait, la plupart des sites, qui sont des sites assez simples, en fait, étaient bien à jour et du coup, peu vulnérables à ce genre d'attaque. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, en 2017, on était sur peut-être que c'est un risque. C'est un truc, on sait que ça arrive quelque part. On avait commencé à voir que c'était arrivé pendant la campagne américaine, donc on se disait, ok, ça existe, mais c'est un peu loin de chez nous. C'est un truc auquel les partis n'étaient pas forcément sensibilisés. Et là, c'est étonnant, parce que bon, Internet ne date pas d'aujourd'hui, les cyberattaques non plus. C'est quand même une prise de conscience très tardive. Oui, mais c'est comme les petites entreprises, on a toujours l'impression que ça va arriver
aux autres. Voilà. Et je peux vous garantir que quand j'ai travaillé chez Orange, on a fait beaucoup de réponses à incidents. Vous vous occupez, vous étiez directeur de cyberdéfense, Orange Cyberdéfense. Oui, tout à fait. Voilà. Et je peux vous assurer que la stupéfaction des gens de se faire cyberattaquer, elle est impressionnante, même à des très hauts niveaux d'entreprise. Les gens se disent, c'est pas possible. Allez, hop, on retourne un bouton et on va refaire démarrer tout ça. Je reviens à la mairie de Marseille, attaque en mars. Ils sont revenus à une situation à peu près normale fin mai. Voilà, donc, et pendant ce temps-là, il ne se passe plus grand-chose. Quand il y a eu les attaques sur les hôpitaux, quand on était à Villefranche-sur-Saône, vraiment une attaque qui a été un peu médiatisée par le président de la République, ils ne sont toujours pas revenus à une situation complètement normale. Voilà, donc c'est extrêmement impactant. Après, pour répondre à votre question, pour protéger, il faut revenir à beaucoup de bon sens. On l'a vu par exemple, vous savez, les parrainages, on parle beaucoup des parrainages en ce moment pour la campagne présidentielle. Vous avez vu, c'est fait en papier, c'est trié à la main et c'est mis dans un coffre avec un gendarme qui est devant le coffre pour être sûr que personne ne va toucher à Alors ça, ces papiers. c'est la meilleure sécurité, le papier. Non, pareil avec le numérique, c'est-à-dire qu'on peut très bien, effectivement, faire à ce que l'accès à cette information soit réservé aux seules personnes qui ont besoin d'y accéder. C'est ce qu'on appelle la gestion de droit d'accès. Voilà, et s'assurer, et de l'authentification forte, en s'assurant que seules les personnes autorisées puissent le faire et qu'elles démontrent à chaque fois pourquoi elles doivent pouvoir y accéder. Si on fait ça, effectivement, on a une sécurité qui est quasi garantie. Maintenant, on ne peut pas le faire pour toutes les données, d'où l'importance de faire ces audits en disant qu'est-ce qui est essentiel pour l'entreprise, qu'est-ce qui serait cyberattaqué mettrait en danger l'entreprise. Donc ça, c'est un peu les bijoux de famille. Ça, effectivement, on a des moyens d'accès aux données les plus importants possibles. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre en place. Et c'est ce qu'on conseille aux PME. Toutes les PME, elles ont leurs serveurs qui sont complètement ouverts. En protégeant déjà les fichiers, en disant que seules les personnes autorisées peuvent accéder en écriture sur ces fichiers, ça évite qu'ils soient cryptoloqués. Donc c'est un peu tout ça, revenir à ce qu'on appelle de l'hygiène informatique, pour que, un peu comme on fait avec la Covid, se laver les mains, mettre des masques, etc., etc. Si on fait quelques bonnes pratiques en cyber, effectivement, on remonte au niveau de cybersécurité. Et pour les partis politiques, c'est la même chose. Donc Viginium, la première mission qu'il va avoir, c'est sensibiliser, fournir ce guide de bonnes pratiques pour que les partis politiques qui ont peu de moyens puissent un peu se cybersécuriser. On n'a pas vu encore d'attaques par ransomware, des demandes de rançon aujourd'hui sur des partis politiques pendant la campagne? Pas encore. Pas encore. Il y a un mot d'ordre là-dessus sur faut-il ou non céder au chantage? Parce que je sais qu'au niveau des collectivités, on leur demande de ne pas le faire, mais c'est vrai que ça engage une remise en route assez longue. Oui, on demande de ne pas le faire. Enfin, moi, en tous les cas, mettez-vous. Enfin, je ne parle pas des collectivités, mais pour les petites entreprises, Je crois que c'est combien 45% aujourd'hui des entreprises attaquées en France qui payent la rançon. Voilà, et ceux qui ne payent pas, 2/3 des postes de bilan. Donc mettez-vous à la place d'un chef d'entreprise. Voilà, parce que le pirate, il démarre toujours assez fort, à 500, 600 000 euros, et quand on négocie bien, on arrive à 10 ou 15 000 euros. Parfois, remettre son entreprise en route en payant une rançon de 15 000 euros, ça peut être tentant. Ouais. Et quand on n'a pas le choix, effectivement, moi je comprends, même si je suis un professionnel de la cybersécurité, que les gens le fassent, puisque il y a des entreprises qui sont complètement dépendantes du numérique et qui ne peuvent pas retravailler s'ils n'ont plus accès à leurs données. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que la fois d'après, ils sont extrêmement méfiants et qu'ils investissent un peu pour pouvoir sécuriser leurs données. Et là, on peut imaginer que pendant la campagne, il va y avoir des tentatives de demande de rançon qui vont se multiplier, puisque tout le monde est dans l'urgence de faire tourner son parti. Tout dépend de ce qui sera pris. Effectivement, voilà, si effectivement quelqu'un, comme il y avait eu en 2017, arrive à pirater les boîtes mail des dirigeants des différents partis et ont des informations qui sont croustillantes, entre guillemets, effectivement, ça vaudra de l'argent. Voilà. Et oui, parce qu'on peut imaginer, puisque jusqu'ici, les campagnes électorales, elles ont à chaque fois, il y a eu un rebondissement, mais plutôt d'ordre, je dirais, de la vie courante. On peut imaginer qu'on ait une campagne électorale qui soit bousculée par un événement cyber. On peut l'imaginer. Après, événement cyber, en fait, on peut en parler aussi. Divulgation d'un fichier. Parce qu'effectivement, en fait, c'est un peu ce qui s'est passé déjà avec les Macron-listes dont vous parliez tout à l'heure. Oui, qui n'ont pas finalement eu d'effet, puisque Emmanuel Macron finit président de la République. Énormément d'effets, mais en fait, ce qui est hyper intéressant derrière, c'est qu'on là, on n'est pas sur un risque technique. En fait, quand on parle de phishing, depuis tout à l'heure, on parle de comment est-ce qu'on sécurise techniquement le système. Et il ne faut pas oublier que la première barrière à tout ça, à tous ces risques cyber, c'est l'humain. Et le premier truc, et en fait la raison pour laquelle je pense que je suis beaucoup plus confiant dans notre capacité à réagir maintenant qu'en 2017, c'est qu'en fait tout le monde est beaucoup plus sensibilisé à ce risque. On en parle depuis la crise Covid, en fait on a énormément
augmenter le nombre d'attaques cyber, mais du coup on en parle beaucoup plus. Donc tout le monde en a un petit peu entendu parler, conscient que c'est un risque. Et du coup, notamment au sein des partis, le gouvernement a fait un travail de prévention en amont pour avoir des référents cybersécurité dans chaque parti et du coup les éduquer sur les bonnes pratiques d'hygiène sur la partie technique, mais aussi sur la partie humaine. Comment est-ce que, en tant qu'humain, on est plus résistant au phishing, qui est très très simple et qui peut être très dévastateur. Parce qu'en fait, vous avez beau sécuriser tout ce que vous voulez, si j'ai accès à votre mot de passe mail, généralement, si vous n'avez pas mis en place... Oui, puis alors les mails piégeux sont de mieux en mieux conçus. Hein. C'est quand même pas si simple parfois de les éviter. C'est extrêmement Quand compliqué. on va vite, qu'on est débordé, qu'on reçoit des centaines de mails par jour. Oui, ouais, c'est vrai. Mais du coup, il y a, en fait, on peut éviter une grande majorité qui est assez, on va dire, assez basique. Et après, effectivement, ça devient de plus en plus complexe. Mais déjà, des systèmes de base comme mettre en place la double authentification sur son compte mail, c'est un truc où même si j'ai votre mot de passe, j'ai votre adresse mail, en fait, tant que j'ai pas votre téléphone dans la main, je peux pas me connecter. Donc, j'ai pas accès à ces données-là. Et ça, c'est un truc où on a vu beaucoup de partis politiques qui notamment passaient sur des messageries sécurisées du type Signal, etc. Où en fait, ça... Est-ce que ça c'est une bonne chose ou pas? Mais c'est excellent, bien, Ouais, c'est une bonne chose. Effectivement. Voilà. Déjà, je pense qu'utiliser des messageries chiffrées par des pays qui ne sont pas forcément complètement fermés sur ce qu'on peut transférer comme information, c'est une bonne chose. Voilà. Donc, Signal, ça permet déjà de s'assurer à ce que vous êtes les seuls à pouvoir lire votre message, puisque la clé est sur votre smartphone. Moi, je vais faire de la pub pour Rollvid, parce qu'on a un acteur français aujourd'hui dans la messagerie 100% cryptée. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages. Michel Van der Berg, je rappelle, vous êtes président du Campus Cyber, et Lucas Terkem, directeur des opérations cybersécurité chez Paddock. À suivre dans Smart Tech, une petite pause, et puis on se retrouve pour parler de finances décentralisées. On va tout expliquer. Vous regardez Smart Tech, l'émission qui est dédiée au monde de l'innovation et à la société numérique. On est en direct dès 11h le matin sur la chaîne Bismart. Maintenant, c'est la deuxième partie de l'édition qui démarre. On va notamment découvrir un robot chirurgical qui a réalisé une véritable prouesse. Je ne vous en dis pas plus. D'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous, le rendez-vous des cryptos avec Justine Lamberger, qui est responsable des affaires réglementaires de Swissborg, qui est une plateforme d'investissement dans les crypto-monnaies. Alors, chaque mois, Justine vous décrypte avec nous l'une des grandes actualités du secteur des crypto-monnaies, crypto-actifs. Mais je rappelle bien entendu qu'il ne s'agit pas du tout de donner des conseils en investissement. Bonjour. Bonjour. Alors, ce mois-ci, on va tenter d'éclairer ce qu'est la DeFi, donc la Decentralized Finance, voilà, donc la finance décentralisée en français, qui se présente comme une alternative finalement à la finance traditionnelle, si on veut faire simple déjà pour démarrer. Tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, l'acronyme qu'on utilise couramment, c'est DeFi, pour Decentralized Finance. Ah, vous le dites en anglais, bravo. Dont l'équivalent français, c'est finance décentralisée. Et donc, comme son nom l'indique, c'est à la fois une série d'applications financières qui reproduisent les services financiers traditionnels en quelque sorte, mais de manière décentralisée, donc sur la blockchain. Effectivement, le but de la DeFi, c'est de se positionner comme une alternative au système traditionnel, mais en enlevant tous les intermédiaires, donc de plus dépendre d'un banquier, d'une place de marché, d'un assureur, etc., et de pouvoir réaliser tous ces services financiers, donc déjà accessibles pour tous, mais de pouvoir les réaliser de toutes les manières possibles grâce aux crypto-monnaies et à la blockchain. Et quel est l'objectif visé alors ? Le but, c'est de démocratiser l'accès à la finance, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire en tant que particulier, ou alors qu'on peut faire de manière un petit peu difficile. Par exemple, obtenir un prêt, ça demande beaucoup de paperasse, ça demande de passer devant une banque, de vérifier son salaire, etc. Et la DeFi vient un peu dépoussiérer tout ça et donner de nouvelles formes d'investissement en fait, à tout le monde, aux institutionnels comme aux particuliers. Donc ça permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Est-ce qu'on peut donner des applications concrètes aujourd'hui de cette finance décentralisée ? Bien sûr. Donc effectivement, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, qu'on peut faire maintenant. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais par exemple, on peut désormais, grâce à la finance décentralisée, accéder à des produits dérivés sur cryptoactifs. Donc voilà, les produits dérivés, c'est quelque chose de très complexe avec des effets de levier. Donc c'est très contrôlé dans la finance traditionnelle. Et aujourd'hui, la finance décentralisée permet justement l'accès à ce type de produits. Donc évidemment, c'est très risqué, mais on peut y accéder. Quel type de produits ?
des produits dérivés, par exemple des options sur du Bitcoin, des choses comme ça, donc avec des sous-jacents en cryptoactifs, mais avec des effets de levier qui permettent de faire des gains, par exemple, très importants, mais qui exposent aussi à des pertes potentiellement très importantes. On peut aussi être apporteur de liquidités sur des plateformes d'échange décentralisées. Donc ça, c'est typiquement si vous voulez contribuer à la liquidité d'une crypto, par exemple le Bitcoin, l'Ether, vous pouvez décider en quelque sorte d'en prêter, d'en apporter à la communauté pour que n'importe qui puisse utiliser ces cryptos qui ont été mises à disposition de tout le monde et ensuite pouvoir en échanger, donc en acheter, en vendre, etc. Et ça, c'est un service dans la finance traditionnelle qui est réservé aux institutionnels, sur les actions par exemple, et qui là est rendu accessible aux particuliers sur les cryptos. Donc c'est complètement nouveau. Mais à côté de ces applications nouvelles, on retrouve les services un peu classiques du type prêter, emprunter des cryptoactifs, donc sans passer par un banquier, sans passer par une banque, sans passer par un intermédiaire. On peut citer par exemple la plateforme AV, qui permet justement de faire des prêts, de prêter ou emprunter sur la blockchain. Et on retrouve aussi la possibilité, par exemple, de faire des achats et des ventes d'actifs. Pas forcément des cryptoactifs fréquents, en fait. On peut retrouver tout et n'importe quoi. La blockchain, ça permet de tokeniser n'importe quel actif. Donc, n'importe quel actif peut se retrouver sous une forme de blockchain, en quelque sorte. Et grâce à ces plateformes décentralisées, donc grâce à la finance décentralisée, on peut n'importe quel actif peut être donc numérisé, on va dire. On peut l'acheter, le revendre, on peut créer des prêts. On peut faire des prêts, on peut être prêteur, on peut emprunter, on peut, entre guillemets, coter n'importe quel actif qu'on aura mis sous forme de token, donc de cryptoactifs. Et tout ça sans passer par une place de marché comme serait Euronext, comme serait Binance aussi dans la crypto. C'est complètement décentralisé. Mais alors, comme tout a l'air possible, ça ne semble pas suffisamment concret. Il y a des contrats, c'est contractualisé aujourd'hui, toutes ces opérations ? Alors, effectivement, comment ça fonctionne, la DeFi ? Peut-être qu'un petit rappel technique serait utile. Il y a 2 piliers. Le premier, c'est que ça fonctionne sur la blockchain, donc ça ne fonctionne qu'avec des cryptoactifs. Demain, la DeFi ne pourra jamais accepter de l'euro, par exemple, ou du dollar. Ce sera forcément un cryptoactif. Ou des équivalences, mais pas ce qu'on appelle des stablecoins. La véritable monnaie. Exactement. Et le deuxième pilier, c'est effectivement ce qu'on appelle en anglais les smart contracts, qui sont donc des contrats intelligents. Qu'est-ce que c'est ? C'est un protocole informatique automatisé dans lequel on aura codé des conditions qui, lorsqu'elles sont réalisées, vont donner lieu à l'exécution automatique du contrat. Pour donner un exemple un peu concret peut-être, si moi demain je parie avec un ami que demain jeudi il va faire beau à Paris et que je code ça dans un smart contract, demain le smart contract va aller chercher l'information, c'est ce qu'on appelle un oracle, et si jamais la condition est vérifiée et qu'effectivement il fait beau, le smart contract va automatiquement réaliser la transaction et me verser l'équivalent de ce qu'on a parié. Ça peut être un bitcoin, bon, ça paraît beaucoup, mais disons un Ether par exemple. Et tout ça est complètement automatisé. Et la DeFi, c'est en fait comme ça que ça fonctionne. C'est un ensemble de smart contracts qui ont des conditions pré-enregistrées, prédéterminées. Et dès lors qu'elles sont réalisées, la transaction a lieu. Et c'est surtout vrai dans les prêts que j'évoquais tout à l'heure. Oui. Parce qu'évidemment, on peut se demander comment tout ça fonctionne et est-ce que c'est comment sécurisé ? je récupère mon argent Comment je récupère mon argent ? Est-ce que si la contrepartie fait défaut, je suis assuré, moi, prêteur, de récupérer mon argent ? Et justement, tout ça est complètement pensé et complètement automatisé. Typiquement, ça va dépendre des plateformes, mais sur certaines plateformes, donc toutes les conditions déjà sont données, puisque c'est décentralisé, donc c'est la communauté qui décide aussi ces conditions. Et parmi les conditions, il est codé à l'avance que moi, emprunteur, par exemple, je ne pourrai emprunter qu'à hauteur d'un certain pourcentage du montant que je peux apporter en garantie. Donc, par exemple, si je peux apporter 10 Ethers, le smart contract va me permettre de n'emprunter qu'à hauteur, disons, de 8 Ethers. Et si jamais l'Ether, la valeur de l'Ether fluctue, parce qu'on sait que les cryptoactifs sont quand même assez volatiles, je vais être automatiquement liquidé. Donc tout ça, comme je disais, est automatiquement codé à l'avance et donc on a en fait une sécurité qui est très importante. Et ça représente quoi en volume aujourd'hui, cette finance décentralisée ? Aujourd'hui, on est à un peu plus de 210 milliards de dollars qui sont justement en
finances décentralisées, donc qui sont dans des smart contracts, puisqu'on vient d'en parler, sachant qu'à l'été dernier, on était à peu près la moitié de ce montant et que c'est un phénomène qui a émergé en 2018. Donc c'est une croissance qui est vraiment exponentielle et qui Et alors le jour qu'on en parle. où tout le monde aura vraiment compris en plus comment ça fonctionne, on imagine le potentiel. Merci beaucoup Justine Lamberger. Je rappelle que vous êtes responsable des affaires réglementaires de Swissborg. À suivre dans Smart Tech, c'est l'heure de notre séquence. Et demain, on va parler d'un robot, peut-être à la place du chirurgien. Alors aujourd'hui, notre zoom sur une innovation est assuré par Eva Bensadi. Bonjour. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on va présenter une nouvelle prouesse, une prouesse en matière de robotique chirurgicale. Une prouesse, une petite révolution même Delphine, on peut dire, puisque pour la première fois, un robot, vous l'avez dit, a réalisé un acte chirurgical tout seul, sans être guidé par un humain, une anastomose intestinale par cœlioscopie. Pour être précis, on va revenir sur les détails tout à l'heure de cette procédure, je vais tout vous expliquer. Alors vous allez me dire, Delphine, les robots chirurgicaux ne sont pas nouveaux. Des modèles permettent déjà d'améliorer la précision des gestes ou d'effectuer une opération à distance. Mais jusqu'à présent, ces appareils avaient toujours été guidés par des humains. C'est donc, vous l'avez compris, le premier système chirurgical autonome à passer à l'acte sans l'aide humaine. Les scientifiques l'ont baptisé STAR pour Smart Tissue Autonomous Robot. Très bien. Et alors comment fonctionne-t-il puisqu'il n'a plus besoin des hommes? Alors il fonctionne grâce aux algorithmes Delphine. Évidemment, les chercheurs ont ici exploité l'apprentissage automatique pour entraîner le robot qui a adapté sa procédure en fonction de ce qu'il voyait grâce à l'endoscopie, cette caméra. Pour réussir cette prouesse, des systèmes d'imagerie extrêmement précis ont été développés pour détecter et suivre le tissu cible. Cette intervention, par exemple, qui tient compte de la déformation des tissus, a nécessité des algorithmes de contrôle très adaptables. Alors justement, pourquoi cette opération spécifiquement ? Oui, Delphine, cette fameuse anastomose intestinale par cœlioscopie, parce que déjà c'est une opération extrêmement complexe. C'est en fait une technique chirurgicale permettant d'accéder à l'intérieur de l'abdomen par des petites incisions de la paroi abdominale. Elle consiste ensuite à rattacher deux parties de l'intestin grêle. D'ailleurs, cette opération, il l'avait déjà tentée en 2016 sans succès. Il faut comprendre en fait que la plus grosse difficulté, c'est de travailler sur des tissus mous comme l'intestin. Aucun robot n'y était alors parvenu, d'où le rôle si important des algorithmes, c'est ce qu'on disait, de suivi du tissu pour une plus grande agilité. Et alors, que sait-on du résultat de l'opération? Est-ce que le robot chirurgien s'en est sorti bien, mieux même que le chirurgien? Il s'en est très très bien sorti, même mieux, c'est ce que vous dites, nettement meilleur que celui d'un chirurgien humain. Ce ne sont pas mes mots Delphine, c'est ce que disent les chercheurs de l'université américaine Johns Hopkins ici. Le robot se compose, je vais vous expliquer, de deux bras robotisés. Un a été équipé d'outils de suture, donc spécialisés, l'autre d'une caméra, c'est ce qu'on disait pour l'endoscopie 3D. Et la réussite de cette opération dépend donc normalement en grande partie de l'expérience du chirurgien. Et c'est là donc tout l'intérêt de la robotique chirurgicale. Pour les scientifiques, en fait, c'est un moyen de garantir que les gestes qui nécessitent une précision élevée peuvent être effectués avec plus d'exactitude, plus de précision chez chaque patient, donc indépendamment des compétences du chirurgien. Donc une opération à succès, même encore mieux donc que faite par un chirurgien. L'opération chirurgicale, ça je ne l'avais pas précisé, elle a été menée avec succès donc sur 4 cochons. L'objectif étant donc in fine, à terme évidemment Delphine, de tester ce robot sur un humain. Merci beaucoup Eva Bensadi. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve évidemment demain pour de nouvelles discussions sur la tech.